Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur YouTube, donc je compte sur vous, un max d'abonnements, de likes, de commentaires, on va vraiment reprendre les vidéos correctement et régulièrement. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snapchat, sur l'actualité foot, tout ce qu'il y a eu, l'euro, les transferts, etc. pour un petit peu re-rentrer dans le vif du sujet, reprendre un petit peu l'actualité. Donc vous m'avez posé des questions, je vais vous donner mon avis, n'hésitez pas bien sûr à donner le vôtre en commentaire, on y va. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est pourquoi la France a perdu l'euro. Pour moi, la France a perdu l'euro déjà en tout premier à cause de la composition d'équipe de Didier Deschamps. Je sais même plus c'était quoi, enfin il y avait 3 défenseurs avec 2 ailés sur les côtés qui devaient redescendre mais qui redescendaient pas. Et je pense que c'est ça qui a causé du tort à Didier Deschamps et à l'équipe de France parce que quand tu as une composition qui marche, quand tu as un plan technique qui marche, tu peux pas te permettre de le changer comme ça dans un match à élimination directe contre une équipe qui la joue défensive, etc. Alors je pense qu'il a essayé de répondre à toutes les critiques qu'il y avait, comme quoi la France la jouait trop défensive et jouait seulement en contre-attaque. Il a voulu pour une fois essayer de mettre une équipe offensive. Et c'est ça pour moi qui a causé du tort, parce qu'on voit bien que la première mi-temps de la France contre la Suisse, c'était du n'importe quoi, on les reconnaissait plus. Et c'est normal quand tu es habitué à jouer dans une composition et qu'on te change comme ça d'un tout à l'autre, même s'ils ont dû l'apprendre à l'entraînement, mais comme ça en match, c'est plus la même chose. Ils se sont retrouvés avec une nouvelle composition, des postes où ils n'étaient pas habituellement, enfin des endroits du terrain où ils ne se sentaient pas à l'aise. Et forcément, ça leur a causé problème. D'ailleurs, à la mi-temps, ils s'en est vite rendu compte puisqu'il est revenu à la composition habituelle et au plan technique habituel. Et l'équipe de France est remontée 3-1. La suite, on la connaît. La Suisse est remontée 3-3. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au 3-1, ils se sont dit c'est bon, on est remonté, on est au-dessus, on peut la jouer tranquillement. Sauf que la Suisse, on l'a bien vu dans cet euro, c'est une équipe qui lâche rien en règle générale et ça a toujours été. La Suisse, c'est pas une équipe dégueulasse, c'est pas une équipe qui va surprendre tout le monde comme par exemple l'Ukraine ou des équipes comme ça qui vont aller loin. La Suisse, en règle générale, ils se débrouillent toujours plutôt bien, c'est une équipe assez neutre qui s'en tire souvent avec des nuls. Et ils arrivent, bon, pas à aller gagner un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, mais ils sont jamais dégueulasses, ils sont toujours là pour embêter un petit peu ses concurrents directs. Donc je pense que la France a trop pris la confiance. En deuxième mi-temps, quand ils gagnaient 3-1, ils se sont dit c'est bon, on est à l'aise, on peut la jouer tranquillement. Sauf que 2 buts, ça va vite dans un match de foot et on l'a bien vu. 3-2 et 3-3 à la 90e minute, ou je sais plus par là quoi. Après Coman qui va toucher la barre transversale. Ça aurait pu tout changer, mais c'est comme ça. Bref, en tout cas, moi je pense que c'est vraiment la composition qui a changé, qui a foutu le bordel, qui a foutu la merde clairement. Je pense que s'il n'aurait pas fait cette composition et qu'il l'aurait joué avec leur composition habituelle, ça aurait été déjà beaucoup plus facile. Peut-être qu'ils seraient été aussi éliminés par la suite, ça on ne sait pas. Et on le saura jamais, mais je pense que déjà ça aurait été plus facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est vraiment la première chose à laquelle je pense. Et je pense que devant notre télé, on était tous un petit peu choqués de l'équipe de France en première mi-temps. On les avait pas reconnus. Ils n'avaient pas fait des matchs de poule incroyables, mais ils avaient fait des matchs de poule quand même corrects, assez solides défensivement, contre l'Allemagne, bon, contre le Portugal. Voilà, il n'y avait pas eu de défaite. Donc c'est vrai que ça a surpris tout le monde de voir cette composition d'équipe. Et de voir l'équipe de France dans cet état-là, c'était un bordel monstre. Donc voilà, composition d'équipe et excès de confiance en deuxième mi-temps pour ma part. Et d'ailleurs, pour finir avec la Suisse, on voit très bien que c'est une équipe qui va poser problème, puisque même après, contre l'Espagne, ils les ont emmenés jusqu'à la séance de penalty, prolongation penalty. L'Espagne l'a remporté au penalty. Les penalties, c'est un peu de la chance. Et d'ailleurs, en parlant des penalties, on va basculer sur la question suivante. Tu penses quoi de Mbappé dans cet euro ? On va pas retenir que le penalty, on va essayer un petit peu d'analyser. C'est assez compliqué parce que Mbappé, quand t'entends ce nom-là, tu t'attends qu'il fasse une différence sur chaque action, sur chaque match. Et voilà, tu t'attends du sensationnel et de l'extraordinaire quand tu regardes la télé et quand tu vois Mbappé qui a le ballon entre les pieds. Maintenant, il sort d'une saison où il a joué beaucoup avec le PSG. Il a joué toutes les compétitions, etc., etc. Je pense que déjà, il était fatigué. Et ça, c'est valable pour toute l'équipe. Kanté, etc. Franchement, on voyait bien qu'ils n'avaient pas le physique, qu'ils étaient fatigués. Et ça s'est ressenti. Kanté, il fait une saison énorme. Il fait un euro pourri. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire et je ne l'ai pas vu. Et je trouve qu'il était nul. Bref, c'est pas le sujet. Mais je pense que voilà, Mbappé, il est sorti d'une grosse saison où il était fatigué. Maintenant, on l'a pas trop vu, c'est vrai, comme je vous dis, on attend vraiment d'un joueur comme ça que ça soit du sensationnel à chaque match. Maintenant, ça peut pas être du sensationnel à chaque match, ça peut pas être comme à la Coupe du Monde où il a vraiment explosé et impressionné tout le monde entier.
il a loupé son euro, ça c'est clair, il a loupé son euro, il fait quand même la passe décisive à Benzema, il y a 2-3 actions techniques où il est là, où il est présent. C'est vrai qu'il en fait un peu trop, moi je reste toujours sur ça, où il en fait un peu trop, il essaie un peu trop de dribbler, etc. Alors qu'il devrait des fois plus la jouer simple, et le beau jeu, ça reste du jeu simple aussi. Il y a quand même eu une belle connexion avec Karim Benzema, on voit qu'il y a de l'admiration pour lui, pour sa carrière, donc il y a eu des beaux échanges, mais ouais, il est passé totalement à côté de son euro, pas un but. Je pense que tout le monde l'a parié au moins une fois buteur sur un match dans cet euro, mais tout le monde a perdu, il n'y a pas eu un seul but. Et bien sûr, la consécration ultime, c'est quand il loupe le penalty. C'est comme ça, il prend ses responsabilités, il va tirer le dernier penalty. Il la loupe pas parce qu'il la cadre, mais le gardien l'arrête plutôt. C'est plutôt le gardien qui l'arrête que Mbappé qui la loupe. Forcément, quand tu prends tes responsabilités, si tu réussis, t'es un héros. Et si tu réussis pas, tout le monde te tombe dessus. Et c'est comme ça, c'est les règles du football et de la vie en règle générale. Mais maintenant, bon, je pense pas qu'il faut lui tomber dessus à ce point-là. Il est passé à côté de son euro. Ça arrive, c'est arrivé à n'importe quel joueur. Messi a déjà loupé des pénaltys en Copa América. Je sais plus c'était contre qui, je crois que c'était contre le Chili. Il loupe son penalty, ça qualifie le Chili. Je sais plus, quelque chose comme ça. Hein. Corrigez-moi si je me suis trompé, mais un truc dans le style. Enfin bref, ça arrive à tous les joueurs de passer à côté d'une compétition et de passer à côté d'un penalty. Tu loupes un penalty, c'est pas non plus dramatique. Maintenant, je pense qu'il reviendra plus fort. Hein. N'oubliez pas que la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. C'est en novembre, je crois, 2022. Donc on espère que ça va lui servir de leçon, qu'il va faire une belle saison avec le PSG. Parce que j'espère qu'il va prolonger, je pense qu'il va prolonger. Et qu'il reviendra plus fort pour l'Euro, tout simplement. Et voilà, ça reste Mbappé, on connaît tous ses qualités, tout le monde connaît ses qualités. Et je pense que c'est à cause de ça, d'ailleurs, que les gens sont de plus en plus déçus, du coup, à cause de ça. Parce que voilà, il a, c'est vrai, un petit peu cette attitude à être sûr de lui, mais en même temps, quand tu as sa carrière à 22 ans, tu peux que être sûr de toi, et ça doit être dur de garder les pieds sur terre, même si pour ma part il les garde, il reste quand même correct. Mais après, bon voilà, c'est vrai que il y a tout cet engouement médiatique, tout cet engouement des gens sur les réseaux, etc. autour de lui. Maintenant, c'est un rôle qu'il a choisi, c'est un rôle qu'il faut assumer, et j'espère qu'il s'en sortira mieux. Mais bon, c'est clair qu'il a clairement loupé son euro. Enfin voilà, et puis retenez bien que c'est que partie remise, hein. Je pense qu'il fera mieux à la Coupe du Monde et puis qui va réimpressionner, que l'Euro il sera oublié, même si ça restera tous dans un coin de notre mémoire. Voilà, je pense que le football c'est comme ça, il y a des hauts, des bas, et c'est vrai qu'on parle souvent de son âge, mais lui il veut pas qu'on parle de son âge, mais c'est vrai qu'à 22 ans, quand tu as sa carrière et quand tu as les trophées et le parcours qu'il a et les buts, etc., t'es obligé de dire qu'il a que 22 ans et qu'il lui reste tant d'années de carrière et tant d'expérience et tant de compétition encore, qu'on voit que Ronaldo, sa meilleure période où il a marqué le plus de buts, où il a été le plus fort, c'est après ses 30 ans. On peut que se dire que l'avenir sera meilleur et que voilà, il va nous impressionner, et vous inquiétez pas pour lui, je m'inquiète pas pour lui. On passe à la question suivante et c'est l'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Donc on part un petit peu dans les transferts. Alors, le Paris Saint-Germain, comme vous voyez, moi je suis supporter du PSG. J'essaie toujours d'être neutre et d'être vraiment objectif dans mes débriefs et quand je fais des vidéos, j'essaie vraiment de pas prendre parti pour le PSG. Mais c'est vrai que ça me gonfle. Toujours, quand on parle du PSG, on parle d'argent. À chaque fois qu'un joueur signe, à chaque fois qu'il y a ceci, cela, ça parle d'argent. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le PSG, il y a le Qatar qui est venu, qui l'a repris pour investir de l'argent. Premièrement, je pense que vous inquiétez pas pour le Qatar. C'est pas parce qu'ils n'ont pas encore gagné une Ligue des Champions, c'est pas parce qu'ils n'ont pas encore machin. Je pense que leur investissement il est rentabilisé et qu'ils sont pas en perte d'argent et surtout qu'ils savent ce qu'ils font. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter pour eux. Arrêtez sur internet de blablater, ouais le Qatar ils gagneront jamais, ils dépensent je sais pas combien. Vous inquiétez pas, je pense que c'est calculé. Vous n'avez pas à vous en faire pour eux. Deuxièmement, aujourd'hui, dans le football moderne, bien sûr que l'argent compte. On le sait, que ça soit n'importe quel joueur débutant, affirmé, vétéran, ce que vous voulez, l'argent compte. Mais aujourd'hui, quand tu es un joueur comme Sergio Ramos, que tu es déjà au Real de Madrid depuis je ne sais combien d'années, je pense que l'argent, c'est pas ce que tu as besoin en priorité. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les comptes en banque de Sergio Ramos. Je pense qu'ils sont pleins à craquer de chez craquer, parce que le Real de Madrid, c'est pas le Havre non plus. Ils ne gagnaient pas 35 000 € par mois, premièrement. Deuxièmement, quand tu es sur le départ, que tu as Manchester City, Arsenal qui est sur toi,
le PSG et peut-être d'autres clubs qu'on ne sait pas. Les informations de transfert, les prix, les salaires, etc. ont un petit peu fuité. Je me souviens plus des chiffres, mais je sais que Manchester City et Arsenal proposaient plus que le PSG. De toute façon, que ça soit clair, aujourd'hui le PSG a de l'argent, peut proposer de l'argent sur la table. Mais les autres clubs aussi, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Real, le Barça, le Bayern, la Juve, tous les top clubs, Tottenham, etc. Vous croyez qu'ils les payent en cacahuètes leurs joueurs? Vous inquiétez pas, si Sergio Ramos il serait allé à Manchester City, il aurait gagné plus qu'au PSG, il aurait gagné plus qu'ailleurs, il aurait gagné moins qu'ailleurs. Ça joue à quelques... Mais je pense pas qu'ils sont au point de calculer à quelques millions d'euros ou centaines de milliers d'euros. Je pense qu'arriver à leur niveau d'argent, bien sûr que ça compte, parce que je pense que quand on a de l'argent, on en veut toujours plus. Mais c'est pas la priorité ultime. Je pense qu'il a choisi le PSG, pourquoi? Parce que il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Navas, son ancien collègue, il y a des top clubs. Le PSG ces dernières années, c'est quand même une finale de Ligue des Champions et une demi-finale. Donc ils se rapprochent de leur but ultime qui est de gagner la Ligue des Champions. Ça se rapproche tout doucement. Ils ont fait certes une saison un petit peu décalée en Ligue 1 où ils ne l'ont pas remporté, où Lille l'a gagné, etc. Mais voilà, leur objectif se rapproche petit à petit. Et je pense qu'un joueur comme Sergio Ramos qui a 35 ans, qui arrive en fin de carrière, entre guillemets, ça reste quand même Sergio Ramos, hein, c'est quand même une légende en tant que défenseur, Sergio Ramos. Quand il arrive au PSG et qu'il se dit il y a Mbappé, il y a Neymar, il y a ceci, il y a cela, il y a machin, ils ont fait demi et finale de Ligue des Champions, bien sûr qu'il y va, je pense, pour les objectifs de la gagner aussi. Je pense que quand tu es un joueur de 35 ans et que tu vois cette nouvelle génération qui est en train de tout casser et qui est au PSG, bah, je pense que ça te confirme ton choix d'aller au PSG. Pour moi, je pense ça, en tout cas, qu'il a vraiment choisi le PSG pour ça. Après, au sujet du joueur en question et de ce qu'il va donner au PSG, franchement, je pense qu'il peut apporter que du plus. C'est un joueur d'expérience qui a gagné je ne sais combien de Ligue des Champions avec le Real, qui a fait une carrière incroyable. Donc je pense qu'il peut apporter que du plus. Maintenant, il y a Kimpembe, Marquinhos en centrale, en centraux. Je sais pas comment Pochettino va gérer la composition, s'il va mettre Marquinhos en 6 et qu'il va mettre Ramos. Ça m'étonnerait que Ramos soit venu au PSG pour être remplaçant et pour se retrouver sur le banc toute l'année. Je vous cache pas. Après, ça m'étonnerait aussi qu'il mette Kimpembe ou Marquinhos sur le banc. Donc je pense qu'il va s'arranger et qu'il va faire une composition d'équipe différente. Mais voilà, en tout cas, c'est que un plus pour le PSG. Ça, c'est évident. Aussi, il y a Hakimi qui vient en latéral droit. Enfin, Donnarumma en gardien. Ça, pareil, je me pose la question. Ok, c'est un super gardien. Là, à l'Euro, il a clairement confirmé que c'était un top gardien. Ça y est, il est passé dans un autre niveau. Mais Navas, quand on voit ce qu'il a fait l'année dernière, etc., ça va se passer comment? Donnarumma, il va être remplaçant de Navas. Ça veut dire qu'il part du Milan pour se retrouver remplaçant. Ou Navas, il va se dire, après la saison que j'ai fait, après tout ce que j'ai fait au PSG, je vais me retrouver remplaçant de Donnarumma. Ça m'étonnerait aussi. Je sais pas trop comment ça va se ficeler toute cette histoire. Mais bon, on verra bien. En tout cas, le principal du sujet, c'est Ramos. Et Ramos, je pense qu'il peut apporter que du plus au PSG. Vous inquiétez pas pour les salaires, etc. Ça, faut laisser les gens parler. On connaît rien. Moi-même, je connais rien. On sait pas tout ce qui se passe en interne, les offres qu'il a reçues, etc. Mais je pense qu'il est venu au PSG pour le projet, pour les joueurs qu'il y a, etc. Et bien évidemment pour l'argent. Mais ça, c'est logique comme dans tous les clubs. Voilà. Enfin voilà, on va s'arrêter là, je pense, pour cette première vidéo et pour cette reprise. On a fait 3 questions, mais on a un petit peu diversifié les sujets. On est un petit peu parti dans une conversation entre vous et moi. Enfin, entre moi et moi-même, mais en vrai, c'est entre vous et moi quand même. Hein. C'est à vous que je parle, c'est à vous que je m'adresse. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap si jamais il y en a qui me découvrent. Je pense que je ferai une partie 2 où je vous redemanderai de me poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, on se laisse ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire aussi sur tous les sujets que j'ai donnés. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao les gars.